Le pays de la Teranga désigne le Sénégal, une terre d'accueil et de partage située en Afrique de l'Ouest. Teranga veut dire hospitalité en wolof, le dialecte le plus communément parlé à travers le pays. La langue officielle du Sénégal est pourtant le français. En effet, le pays est marqué encore aujourd'hui d'un fort lien avec la France en raison du passé colonial qui unit les deux États. Le Sénégal a obtenu son indépendance seulement en 1960 et a su depuis progressivement se développer pour devenir l'un des États les plus influents du continent à travers notamment l'amélioration de ses systèmes éducatifs et politiques. L'intellectuel Léopold Sédar Senghor illustre au mieux le renouveau du pays. En effet, l'homme politique et poète né à Joal au Sénégal est parti étudier en France pour rapidement devenir un des personnages clés du gouvernement et des relations avec son pays natal. Militant pour l'indépendance de celui-ci, il en devient le premier président en 1960 et lui donne un souffle nouveau. Le Sénégal et la France partagent encore aujourd'hui leur histoire commune à travers de nombreuses organisations et associations. Entre le 21 février et le 1er mars 2016, 11 élèves de l'école alsacienne à Paris ont pu bénéficier de cette chance de partir découvrir le Sénégal avec l'association Natangué Sénégal. Après un travail en amont qui consistait notamment dans la collecte de médicaments, la vente de gâteaux ainsi que la préparation d'un spectacle visant à financer en partie le voyage, nous sommes partis à l'aventure sans savoir réellement ce qui nous attendait une fois sur place. Outre la découverte d'une culture, de traditions, d'un mode de vie aux antipodes de ce que nous connaissons à Paris, nous avons surtout rencontré des Sénégalais. Nous avons eu le sentiment qu'ils nous accueillaient comme ils auraient pu le faire avec leur propre famille. Ils ont pris soin de nous avec générosité, tous à leur joie et à leur fierté de nous faire découvrir leur beau pays. Nous avons ainsi pu mesurer que le terme Teranga n'était pas qu'un slogan. Nous avons ensuite pu le vivre dans toute son intensité. Nous sommes revenus riches d'images et en émotions. En effet, durant ce séjour intense, nous avons pu voir de près la vie précaire de nos nombreux habitants, leur volonté de travailler afin de se nourrir et de vivre, l'esprit de famille et de solidarité des Sénégalais face aux nombreuses difficultés qu'ils affrontent dans leur vie quotidienne, le désir constant de développement pour une amélioration de l'éducation et du niveau de vie. Nous avons aussi partagé tout au long de ce séjour des moments forts et intenses, en partageant un peu de leur vie grâce aux nombreuses rencontres que nous avons pu faire. Ce rapport nous permet donc de vous présenter le séjour de 11 lycéens, avides de découvertes, dans un pays riche de culture et d'histoire. C'est le voyage au Sénégal de Lou, Guillaume, Emma, Gustave, Miyako, Jules, Ophélie, Marcel, Garance, Lucas et Louise. Natangué, c'est le nom de l'association qui nous a accueillis dans le quartier Zone Sonatel de Mbour. Le nom veut dire floraison, prospérité, développement en wolof, une des deux langues les plus parlées au Sénégal. Depuis 1999, l'association œuvre dans le but de lutter contre la pauvreté, en construisant notamment des établissements scolaires et des centres de formation pour accompagner les jeunes dans leurs études et leur formation. C'est dans le quartier le plus démuni de la ville qu'ils sont parvenus à créer des écoles maternelles, des écoles élémentaires, un salon de coiffure, un autre de couture et une infirmerie. Créée par des femmes du village, l'association repose sur les épaules d'une femme, Elena Iannota Malagodi. Ancienne femme d'un sénateur italien, elle s'est servie de ses connexions pour pouvoir lever des fonds, rechercher de l'aide pour monter les différents projets de l'association. La vraie association est née en 1999. En 1999, Natangué Sénégal d'abord. Et en 2006, j'ai ajouté l'association italienne FAI in Sénégal. Entre 2008 et 2015, l'association Natangué Sénégal a construit 28 salles de classe, réparties dans 4 établissements publics de la commune de Mbour. Elle a également permis la création de l'infirmerie des écoles, afin d'améliorer le suivi médical des enfants, le dépistage et la prévention, de traiter sur place les maux sans gravité et d'orienter les cas les plus problématiques vers l'hôpital de la zone. Par ailleurs, pour s'autofinancer, l'association Natangué possède des champs aux abords de Mbour qui fournissent l'école en légumes et fruits, mais dont une partie de la production est aussi vendue sur le marché local. Nous avons principalement travaillé dans une école du groupe scolaire Natangué. Elle a été construite dans un espace où était stocké le bétail ainsi qu'une décharge, ce qui menaçait dangereusement la santé des habitants. Le terrain a été attribué par la mairie et, avec l'aide de plusieurs sponsors et de cette association, ils ont pu y construire des établissements scolaires indispensables au quartier. Le groupe scolaire Natangué est aujourd'hui composé d'une école maternelle, d'une école élémentaire, d'un atelier de formation professionnelle à la couture et à la coiffure, d'une infirmerie
Et enfin, d'un restaurant qui accueille ponctuellement des groupes, comme ce fut le cas pour nous. La directrice, Marie, nous a accueillis avec son mari Souley dans son établissement. Cet établissement était composé de 6 classes de maternelle, 6 classes de primaire. Née à Gilas, Marie a travaillé très dur pour son école, comme en témoigne son interview. Donc, il fallait foncer, travailler et prouver aux autres que vraiment le partenaire avait raison de choisir une jeune directrice. Et moi, c'est toujours ce qui m'encourage. Donc, à travailler 24 heures sur 24, parce que je n'ai pas de week-end ni de grandes vacances, je travaille de manière continue. Donc, le plus souvent, c'est ce qu'on me reproche. Si tu continues à ce rythme-là, vraiment, lorsque tu iras à la retraite, tu auras de sérieux problèmes parce que toujours en mouvement. Notre implication personnelle chez les primaires. Avec eux, nous avons surtout observé le travail des élèves avec leurs professeurs, maîtres ou maîtresses. La pédagogie est totalement différente du système français. Pour faire un exercice de maths ou de français, par exemple, les élèves sont regroupés par groupe de 5 à 6 élèves. Le professeur écrit l'énoncé au tableau et demande à chaque groupe de réfléchir à la solution pendant un temps donné. Chaque groupe est autonome et bien organisé, avec un président, un secrétaire, un rapporteur, qui se charge du bon déroulement du cours. À la fin, chaque groupe vient au tableau expliquer à haute voix par l'intermédiaire du rapporteur la démarche qu'il a suivie pour trouver son résultat. Le maître corrige chaque groupe en mettant en évidence ce qui a été bien réalisé et ce qui l'a été le moins. Par exemple, le respect de la consigne, le raisonnement, la présentation ou encore le résultat obtenu. À la toute fin, il demande à l'ensemble de la classe quel est le groupe qui s'est le mieux rapproché sur tous ces plans-là de la meilleure réponse. Nous avons compris que cette pédagogie particulière avait été mise en place pour gérer les classes et donner le maximum d'autonomie aux enfants, étant donné le nombre important d'élèves par classe. Cela nous est apparu comme une façon intéressante et intelligente de gérer et de canaliser le groupe. Nous avons pu assister de la même façon à un cours d'anglais au lycée de Hambourg, qui s'est déroulé suivant le même principe organisationnel que décrit en primaire, et un cours de français niveau terminal. Ce cours de français fut magistral, dans tous les sens du terme, et nous a tous impressionnés. Entendre parler avec autant de passion du passage du romantisme au réalisme chez les grands auteurs français du XIXe, assis avec nos camarades sénégalais, suspendus aux lèvres de l'enseignant, fut un moment de partage culturel particulièrement riche et émouvant. Nous avons par la suite revu ces lycéens lors d'un match de foot, puis lors d'une petite fête organisée au groupe scolaire Natangué, et nous avons pu nouer des échanges forts avec certains d'entre eux. Avec les maternelles. Avec les petits, nous sommes intervenus en proposant de courtes séquences d'activités, apprentissage de chansons, lecture d'histoire, de comptines, organisation de jeux. Cette expérience fut particulièrement riche et nous a demandé beaucoup d'investissement. Là encore, les élèves étaient très nombreux et très difficiles à canaliser, les plus petits d'entre eux notamment. D'abord parce qu'ils ne parlaient pas ou très peu français, et d'autre part parce qu'un certain nombre d'entre eux étaient des enfants abandonnés qui venaient de la pouponnière. Ces enfants, sans doute dans un très grand manque affectif, pleuraient beaucoup et n'avaient qu'une demande, nos bras. C'était difficile de les voir ainsi et de ne pas pouvoir répondre à leur demande d'être portés. Puis venait la récréation. Moment très touchant durant lequel nous étions littéralement assaillis d'enfants qui voulaient tous nous faire des câlins, nous tenir la main. Nous avons également eu l'occasion au cours de ce séjour de visiter les autres écoles construites par l'association. Nous avons ainsi pu mesurer aussi l'immensité des besoins en locaux et en infrastructures scolaires de ces pays dont rappelons le 50% de la population a moins de 20 ans. Au Sénégal, le secteur de l'agriculture est un secteur économique important. En effet, il contribue à 14% du PIB et occupe environ 50% de la population active. Mais plus de la moitié des ruraux sont en général de petits paysans pratiquant une agriculture de subsistance. Il s'agit en majorité d'une agriculture saisonnière et pluviale, centrée sur la période de l'hiver. L'agriculture repose à la fois sur des cultures commerciales, comme l'arachide, le coton et la canne à sucre, et sur des cultures vivrières, principalement les céréales. L'élevage et la pêche occupent aussi une place importante. Puisqu'au Sénégal, il y en a presque 7 à 8 matières de la pêche artisanale, dont j'ai pratiqué toutes les sortes de pêche artisanale. Mais le secteur sans doute le plus important pour la population locale est celui de la production maraîchère. Au Sénégal, presque tous les légumes sont cultivés, notamment l'oignon, la tomate, le chou, la pomme de terre, le haricot vert, le piment, auquel il faut notamment ajouter les fruits tropicaux, mangue, banane.
Les Sénégalais possèdent peu de machines modernes agricoles, donc chaque type de variété est soigneusement planté sur une terre propice à son épanouissement. 90% des travaux sont réalisés à la main, ils n'utilisent pas non plus de produits chimiques, c'est pourquoi les récoltes sont 100% biologiques. Notre travail au champ. Nous avons passé 3 après-midi à partager les travaux agricoles dans les champs de Souley, l'ami d'enfance de Gabriel. Souley est un agriculteur sénégalais dynamique et épanoui dans son travail. Il a pris soin de nous et nous a guidés dans les champs, mais aussi dans la ville, le village et le marché. Nous avons passé beaucoup de temps avec lui et sa famille. Aujourd'hui, il est un ami très cher et une des rencontres les plus importantes de notre voyage. Imposant, comique, amical, il reste inoubliable pour tous. Notre papa sénégalais nous avait tous aussi rebaptisés avec un prénom sénégalais. Et c'est la vie, hein? Bravo. Bravo, Souley. Et c'est la vie, hein, n'est-ce pas? Nous avons travaillé dans les champs à chaque fois environ 2 heures, de 16h à 18h. Nous y sommes allés en empruntant 2 charrettes tirées par des chevaux. C'était toujours un plaisir d'emprunter ces calèches sénégalaises. On sentait le vent sur nos visages, on regardait les enfants jouer, on écoutait les passants nous dire bonjour, tout bab, et on chantait. C'était à chaque fois un moment calme, reposant, voire émouvant. Cette charrette est devenue comme un symbole de notre séjour. Bien que ce soit encore le mois de février, la chaleur était déjà très forte, mais elle restait supportable car c'était une chaleur sèche. En effet, la saison sèche s'étend de novembre à mai. L'aspect de la campagne le confirmait. Le paysage était très desséché et poussiéreux avec juste quelques herbes et buissons secs de couleur ocre. Malgré le manque d'eau, c'était pourtant la saison de semer certaines plantes. C'est ainsi que nous avons planté des graines de courgettes et de navets. Des trous régulièrement alignés et espacés avaient été préparés et nous n'avions plus qu'à y déposer une graine, puis à la recouvrir de terre et à l'arroser. Nous avons également aidé à la récolte des petits poivrons verts et rouges qui étaient mûrs. Une autre activité que nous avons beaucoup pratiquée est l'arrosage, car bien qu'il y ait quelques systèmes d'irrigation et d'arrosage par tuyau, cela ne suffisait pas pour toutes les cultures. Nous sommes donc allés chercher de l'eau dans les bassins situés à l'intérieur du domaine agricole et nous avons porté des seaux d'eau sur quelques dizaines de mètres, jusqu'aux plants d'oignons ou jusqu'à des petits arbres fruitiers récemment plantés. À côté des champs se trouvaient plusieurs poulaillers qui contenaient chacun environ une trentaine de poules. Nous y avons ramassé les œufs tout fraîchement pondus. Ces œufs n'étaient pas destinés à la consommation personnelle mais à la vente sur le marché. Le dernier travail, mais pas le moindre, auquel nous avons participé, était le labourage des futurs terrains agricoles à l'aide d'une charrue tirée par un cheval. Nous procédions par deux. L'un tenait et dirigeait le cheval, pendant que l'autre, derrière, contrôlait l'inclinaison et la direction du socle. Il faut avouer que nos sillons n'étaient pas très régulièrement tracés, et parfois que nous repassions même par erreur sur un sillon déjà fait. Les chevaux avaient beaucoup de force et étaient très braves et dociles. Pendant notre voyage, nous avons pu être sensibilisés par plusieurs aspects de la société. La tolérance religieuse est l'un des aspects qui nous a particulièrement marqués. En effet, au Sénégal, pays où la diversité ethnique est peu importante, il y a une réelle adaptation de tous les cultes religieux. La majorité musulmane, 90%, est loin de discriminer la minorité chrétienne. Communauté de religieuses qui ont des écoles privées catholiques ici au Sénégal. Nous avons rencontré par exemple 2 lycéens, le cas est banal au Sénégal, Salmon de confession musulmane et Ibou de confession chrétienne, qui nous ont raconté qu'ils s'entraidaient l'un et l'autre pendant les périodes du Ramadan et de Carême, faisant la fête et participant au culte de l'un comme de l'autre. Cet exemple illustre parfaitement le sentiment de fraternité entre tout le monde qui passe essentiellement par la religion, très présente dans la société. La religion musulmane prend beaucoup de place dans la vie de nombreux habitants, et parler de la religion dans la société sénégalaise n'est pas un tabou, loin de là. La voix du muezzin, qui les appelle à la prière 5 fois par jour, rythme la vie des Sénégalais, réveillant les croyants et les autres dès 5 heures du matin. Nous avons pu notamment rencontrer 2 imams, l'un à Mbour, l'autre à Djilas. À Mbour, nous avons assisté à la grande prière du vendredi en restant à l'extérieur de la mosquée. La prière est un moment fort de cohésion entre tous les musulmans. Les musulmans semblent avoir un respect et une confiance absolue dans l'imam qui fait le prêche, alors que ce dernier est fait dans une langue que les Sénégalais ne comprennent pas. À Djilas, petit village à la campagne, nous avons eu la chance de serrer la main de l'imam et de visiter ensemble, filles et garçons, la mosquée du village.
Nous nous y sommes sentis comme dans un cocon, pieds nus, sur des tapis, sans aucun ornement, en toute simplicité. Mais le plus beau est que les Sénégalais qui nous ont accompagnés dans la mosquée nous ont, une demi-heure après, fait visiter une église catholique, où ils ont chanté un chant catholique alors qu'eux-mêmes étaient de confession musulmane. Un moment très fort en émotion, qui démontre encore une fois la fraternité entre nous au pays de la Teranga. Cette expérience a modifié notre représentation de la religion musulmane, alors que nous avons en Europe, surtout dans les circonstances actuelles avec le développement du terrorisme islamiste, parfois une représentation méfiante et caricaturale de cette religion. Nous avons en effet pu découvrir une toute autre réalité et nous y avons en quelque sorte participé. Cette religion musulmane que nous avons découverte présente donc de nombreuses différences avec comment les Occidentaux la perçoivent. Les rapports hommes-femmes. La principale différence qui nous marque, une différence culturelle aussi, est la polygamie. En effet, les musulmans vivant au Sénégal ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Dieu dit dans le Coran que chacun doit vivre sa vie comme il le sent. Donc tout le monde est libre de faire ce que bon lui semble, si toutefois il respecte les autres et respecte la conviction des autres. La place des femmes dans la société est très particulière. La séparation des sexes est très marquée dans la vie de tous les jours, comme pour les grandes occasions. Au village, les hommes restent assis à l'ombre, font la sieste, alors que les femmes font la cuisine, décortiquent des arachides, pilent le mil, dansent et chantent. Le rapport au corps, la danse. C'est aussi un aspect entier de leur culture, cet aspect festif qui s'accompagne d'une vie en couleurs. Les femmes sont par exemple habillées de manière très colorée, ce qui reflète bien leur joie de vivre, leur énergie. Les jours de fête, elles passent leur temps à danser, à chanter. Elles l'apprennent dès le plus jeune âge. En effet, la place du corps au Sénégal est totalement différente qu'en Europe. Nous avons participé à un cours de danse où la danseuse, une fille de 17 ans, qui avait tout quitté pour se consacrer à la danse, nous avait confié avoir baigné dans la danse et le chant depuis toute petite, comme la majorité des Sénégalaises. Il ne faut pas avoir peur de se laisser aller, de bouger tout son corps, en relâchant toute pression. Il faut se laisser emporter par la musique et ne pas hésiter à mettre son corps en valeur. Ce sont des choses qu'en France nous avons du mal à faire. Nous avons fait un battle de danse avec les Sénégalais et il est vrai que nous avons encore des progrès à faire, même si les garçons ne s'en sortent pas si mal. Des conditions de vie difficiles et parfois précaires. Il ne faut pas oublier que tout cet aspect de la culture sénégalaise cache parfois des conditions de vie et de travail qui peuvent être assez difficiles parfois. Par exemple, en Bourse, si tu regardes ici, de quelque part, plein de quartiers, il y en a plein de gens qui sont à l'extérieur. Et c'est ces gens-là qui vraiment soutiennent les familles. Ce qui fait qu'on ne sent pas vraiment la pauvreté comme on devrait la sentir. Mais ça aurait pu être mieux. La visite que nous avons effectuée des marais salants en a été un exemple. Les femmes y travaillent en plein soleil, sans protection, en faisant un effort intense pendant plusieurs heures. La convivialité. Dans le village, on a aussi retrouvé la convivialité, notamment autour des repas. Nous avons mangé en rond autour de grandes bassines du thieboudienne, un plat sénégalais composé de poulet, de riz, de poisson qu'ils mangent avec les mains. Donc, la famille, c'est important chez nous et c'est très très fort. C'est un lien très très fort. La famille ici. Cette convivialité, nous l'avons aussi retrouvée lors de la rencontre avec les lycéens, la partie de foot qui était un moment de partage sans inégalité, ni question de couleur, un souvenir gravé dans nos mémoires, tant par la chaleur que par la convivialité. Une autre chose nous a aussi marqué, la lutte sénégalaise. C'est un sport traditionnel auquel nous avons assisté lors d'un tournoi important au village de Djilas. Ce moment nous a aussi marqué, voire même un peu perturbé, car il traduit en effet un tout autre aspect de la culture sénégalaise. La superstition, la croyance dans les mythes et dans tout ce qu'il y a de mystique. Ces croyances, nous les avons notamment retrouvées lors de la visite du village, où Souley nous a montré un baobab immense dans lequel sont enterrés les marabouts du village, car ils ne doivent pas être mélangés aux autres. Au cours du tournoi, où encore la musique était très présente, les athlètes, ayant consulté auparavant le marabout du village pour leur assurer la victoire, avaient recours à tout plein de rituels qui peuvent déranger, comme par exemple le fait de se renverser des gris-gris sur le corps, qui peuvent faire penser à des potions magiques. Magiques,
tout comme ce voyage et tout comme tout ce que nous avons pu découvrir de la culture sénégalaise. Inégalable. Inoubliable. Fantastique. Enrichissant. Extraordinaire. Constructif. Magique. Envoûtant. Humain. La fraternité. Une leçon. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci pour tout. J'enregistre. Je chante. Vous chantez, j'enregistre. Angon Ndiaye. Emeretie l'onare. Allez, Karsam. Angon Ndiaye. Emeretie l'onare. Nasingire va Angon Ndiaye. Emeretie l'onare.